Bien, dans le cadre de notre Bloc Up TV, nous allons avoir le plaisir d'échanger sur la pathologie du trail avec deux éminents spécialistes, le docteur Olivier Grémaud, qui est chirurgien orthopédiste à la clinique du sport à Paris, et Flavio Bonnet, directeur de la clinique du coureur et aussi de l'agence EBP. Exactement. Voilà, on va tout de suite attaquer avec le chirurgien parce qu'il est aussi concerné, même si les kinés sont plus référencés pour cette pathologie du trail. Qu'est-ce que tu peux nous apporter comme enseignement? Effectivement, c'est un sujet qui est passionnant. Les pathologies de la course à pied orientée vers la montagne, donc le trail, c'est une pathologie, enfin c'est un sport qui est vraiment en plein essor. Hein. On est de plus en plus à le pratiquer. Tout le monde peut le pratiquer et des lésions peuvent survenir qui peuvent être traitées au niveau médical ou au niveau paramédical. Il y a une prise en charge qui doit être faite dès le début et qui permet de différencier celles qui nécessitent une exploration et une prise en charge adaptée. C'est encore plus important chez le trailer, puisqu'en fait on aura beaucoup plus de dénivelé, un terrain plus à risque, et puis des courses souvent un peu plus longues. Mais toutes les pathologies de course à pied sont représentées. Je pense que Flavio va nous en parler un peu. Oui, bien sûr. En fait, on voit toute la panoplie des pathologies chez les trailers, surtout genoux, jambes, tendons d'Achille, pieds, aponevrosite, etc. L'une des pathologies vraiment principales, c'est le syndrome rotulien et syndrome de bandelette chez les trailers, notamment causé par le dénivelé négatif. D'accord. Alors c'est surtout des pathologies en fait qui peuvent être liées à la charge, à la vitesse et à la cadence de course en particulier. Exactement. En fait, on voit que les volumes augmentent de façon hyper importante et maintenant avec l'essor du trail et de l'ultra trail. Donc on considère une course d'ultra trail là de 80 km. Imaginez 80 km de course, parfois jusqu'à dans les plus grands formats, 170 pour l'UTMB, 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif, que ce soit pour la diagonale ou l'UTMB qui sont les courses vraiment de référence. Forcément là on voit toutes les pathologies émerger, notamment au niveau du genou. Et alors au niveau chirurgical, dans la pathologie du trail, est-ce que tu as souvent des indications Alors il peut y avoir des indications. Aujourd'hui on va beaucoup parler du TFL, qui est une pathologie qui est très fréquente. Et il y a besoin d'avoir un peu de mise au point pour toutes les équipes qui sont avec nous aujourd'hui, médicales et paramédicales. Dans cette pathologie-là, du TFL, il y a très peu d'indications chirurgicales, mais ce n'est pas pour cela que le chirurgien doit être mis à l'écart. Le chirurgien va être un peu le premier référent, le patient va venir voir son médecin du sport ou son chirurgien, et il faut que nous, on arrive à éliminer les diagnostics différentiels, les pathologies associées, et recentrer le problème en disant que c'est effectivement ce fascia lata, cette bandelette qui pose problème, et que le traitement de rééducation est le bon, qui va prendre du temps, et nous on va participer à cette éducation thérapeutique et à cette évolution qui est fondamentale. Dans de très rares cas, il peut être réalisé lorsque tout a été bien mené et avec dans le timing vraiment prolongé, des chirurgies, on en parlera pendant le topo, ça reste un peu l'exception. Sinon, autrement, toutes les autres pathologies sont représentées. Les lésions méniscales, comme on a dit avec les dénivelés et les augmentations des distances, on a de plus en plus de lésions méniscales instables. Toutes les pathologies tendineuses, qui sont quand même maintenant de plus en plus prévenues par la prise en charge globale, l'équipement et l'adaptation des activités. Flavio, tu sais, on parle toujours de cette bandelette iliotibiale et on parlait d'un syndrome de l'essuie-glace. Alors quand on dit l'essuie-glace, en fait, on parle d'un phénomène de friction. Mais actuellement, on est plus quand même dans un phénomène de compression, avec ce paquet adipeux qui se trouve derrière la bandelette. Alors, remettre à jour un peu des notions que étirer une bandelette, personnellement, je n'y crois pas. Ça ne s'étire pas. Tout à fait. Ok, qu'on est plutôt dans un travail de renforcement des abducteurs de hanche, du gainage, où on s'aperçoit que 80% même des sportifs de haut niveau ont un transverse qui est insuffisant. Voilà. Donc quel est ton avis? Ça c'est l'avis personnel. C'est hyper intéressant. Tu as quasiment tout dit, 100% Patrick là-dessus. Écoute, c'est exactement ça. En fait, on voit que c'est une pathologie qui est dans un premier temps inflammatoire. Donc c'est pour ça que le travail pluridisciplinaire va être hyper important, parce qu'on peut avoir une indication d'anti-inflammatoire en stade aigu, voire infiltration. Et ensuite, ça va être notre travail d'éduquer le patient sur la gestion de son volume de course, d'adapter le programme de course, d'adapter la biomécanique de course, parce qu'on sait que la foulée peut augmenter les contraintes sur la face latérale du genou. Et quand on parle de foulée, on parle aussi de chaussures, puisque les chaussures déterminent quelque part la façon dont les gens courent. Et en effet, ce qu'on va essayer de faire, c'est de réadapter le patient aussi par du renforcement musculaire. On évite en effet d'étirer la bandelette, alors qu'à l'époque on disait il faut étirer la bandelette, etc. Oui, il fallait faire du MTP qui est hyper douloureux, qui sert à rien. Exactement, tu viens juste rajouter de la compression, tu viens juste rajouter de l'irritation sur quelque chose qui est inflammatoire. Donc au
contraire, maintenant, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut éviter la compression, doser cette compression, réadapter le patient graduellement, l'éduquer sur qu'est-ce qu'il peut tolérer comme douleur ou pas, et puis changer la biomécanique tout en renforçant. Et comme disait Olivier, ça peut prendre des mois, et si on est en échec, généralement au bout de 6 semaines à 3 mois, on va référer pour une prescription soit d'anti-inflammatoire par voie orale, soit d'infiltration, dans un cadre quand même cadré, chez des sportifs généralement de haut niveau. On ne fait pas ça chez le coureur du dimanche, on va essayer de le réadapter quand même sans gestes trop invasifs. Et par contre, chez des gens qui doivent enchaîner des épreuves, par exemple, là, on va pouvoir être un petit peu plus agressif là-dessus, sachant qu'il y a peu de risques normalement c'est ça. Et donc, ces pathologies peuvent intervenir dans la biomécanique, donc dans la correction de course. Parce on sait que, je crois que dans la course, il y a 5 types de courses, c'est-à-dire attaque talon, avec une flexion plantaire dorsale à 45 degrés, une autre à 10 degrés, après il y a le médio-pied, il y a l'avant-pied, puis il y a les orteils. Oui, exactement. Donc, est-ce que c'est là qu'on doit intervenir sur la correction Exactement. Alors généralement, on va en effet essayer de changer la pose du pied au sol. Donc comme tu dis très bien, il y a 5 types de pose du pied au sol. À peu près. Et il y a un des paramètres de la biomécanique qui est hyper importante, c'est la cadence. La cadence, c'est le nombre de pas par minute. On sait que les gens qui sont à une cadence assez haute, au-delà de 170 pas par minute, indépendamment de l'allure, 170 pas par minute, indépendamment de l'allure, on sait que c'est plutôt des gens qui vont prévenir les syndromes de bandelette. C'est ça. Et ça, c'est un peu compliqué en plus dans le trail, parce que quand on arrive vraiment à travailler sur la cadence et sur l'adaptation de ce type de course sur un terrain plat, en une course type marathon. Mais avec les variations entre elles qu'on peut avoir, c'est très difficile à doser, parce qu'on va partir sur des zones de montée où on va travailler sur les Achilles, les zones de descente sur les chondropathies rotuliennes qui peuvent être relancées, et puis entre-temps, il y a le TFL qui arrive dedans, et donc la récupération et l'éducation est Alors il y a des paramètres qui sont assez curieux chez les patients, c'est qu'on s'aperçoit que quand ils courent plus vite, ils ont moins mal. Avec le problème de la bandelette. Et ça, c'est un phénomène assez curieux. Et par contre, j'ai regardé aussi dans la clinique du coureur, et j'avais fait une formation avant, qu'il est intéressant dans une bandelette, lorsqu'on va remettre en circulation le sportif, qu'il faut courir plutôt avec des courses alternées que de reprendre une course dans l'axe. Puisque sinon, on va repartir sur un phénomène de compression, alors que si on change de direction, on sera plus actif. Exactement. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va distribuer les contraintes un peu droite-gauche qui évitent de mettre ce stress répétitif que la bandelette déteste. Pour redéclencher. Exactement. Et le tissu adipeux les adducteurs aussi. C'est l'approprié qu'on peut travailler. Changer et puis surtout patienter avant de réintroduire du dénivelé négatif. Parce que les gens vont trop rapidement en descente, et en descente, il y a trop de facteurs compressifs. Excentriques. Exactement. Et bon, dans d'autres pathologies, est-ce qu'on voit quelquefois du syndrome des loges? Donc là, on voyait à un moment donné les aponeurectomies pour libérer ça. Et en fait, on s'aperçoit souvent, c'est parce qu'il y a un problème au niveau du solaire. Du tibial postérieur, Alors ça dépend si on parle de syndrome des loges postérieures qui sera plutôt chirurgical dans mon expérience, alors que l'antérieur sera plutôt un changement biomécanique qui souvent suffit. Mais moi, je vois des cas quand même résistants, je ne sais pas ce que tu en penses Olivier, mais des fois chez des gens qui ont une prise de poids rapide, je ne sais pas si ça a un lien, mais dans certains cas, des gens à qui on a changé la bioméca, ça ne passe pas malgré qu'ils changent de pose du pied au sol. La loge inextensible fait que sur une croissance un peu trop rapide, il peut y avoir ces choses-là. D'accord. Mais voilà, c'est très peu aussi, chirurgical, on essaie d'éviter au maximum. Après, un autre problème qu'on retrouve assez fréquemment, c'est les périostites. Alors, les périostites, avec des fois qui sont presque le signe avant-coureur d'une fracture de stress. Et surtout le diagnostic, souvent c'est le diagnostic est assez difficile. Très difficile, et souvent les patients ils y errent longtemps, ou on leur fait des faux diagnostics de tumeurs, de fractures, Et je sais qu'il y a un test, quand on palpe, et puis quelquefois on a un point ski, et je crois que tu décris un test d'ailleurs, le c'est ça, le fulcrum, exactement. Le test de contrainte osseuse, compression. Alors ça, on a plutôt ça aussi pour les coureurs un peu débutants. Alors que le TFL peut arriver dans tout. Il n'y a pas de règle. Donc ça, c'est un peu. Même sur des patients qui viennent nous voir, il dit mais je cours depuis 20 ans, j'ai augmenté. Il faut qu'on arrive à retrouver l'historique de ce qui s'est passé pour dire à quel moment il y a eu ce stress en plus qui a créé. Et c'est pas forcément toujours évident de retrouver. Il y a souvent un surentraînement, tous les facteurs associés aussi de fatigue.
fatigue, de repos et d'alimentation qui peuvent jouer, mais c'est pas... Le sommeil et tout ça. Mais est-ce que par exemple des géluvaromes, au point de vue morphologie, favoriseraient l'abandonnette iliotibiale? Alors, je crois pas. Non, en fait, quand tu regardes la littérature là-dessus, il n'y a pas d'augmentation de risque en fonction de notre repos. L'abandonnette est adaptée en fait au on pourrait se dire ça protège... non, ouais. Après les autres pathologies, donc ce qu'on peut rencontrer, c'est les tendinopathies, je pense, corporelles ou les anthésopathies du tendon d'Achille. Oui, clairement. Tendinopathie corporelle qui réagissent très bien au traitement conservateur en 3 mois. On sait qu'il y a 90% globalement des sur gens les protocoles Alfredson ou HSR, Salich, c'est un peu dépassé, puisqu'en fait il y a le phénomène d'étirement qui n'est pas logique parce qu'on vient mettre de la compression. Les courses et puis l'antidouleur. Tu vois, le fait de le faire sans douleur, on sait que c'est pas forcément très aidant. Dans les chroniques, on va chercher un petit peu de symptômes pendant, papillard après, papillard le lendemain. Tu vois, c'est ça le bon dosage. C'est ça qui est très difficile à faire avec les gens. Si chez quelqu'un qui a une pathologie persistante, tu t'arrêtes à la première douleur, t'avances pas quoi. Donc il faut se rentrer un peu dedans pour progresser. C'est ça, puis après il faut adapter la reprise de la course. Comme là, c'est souvent des confrères kinés qui vont nous regarder. Donc faites la clinique du coureur déjà, mais regardez aussi les programmes qu'il y a sur la clinique du coureur, ou par exemple sur les progressions, on va courir une minute, on va marcher une minute et puis on va augmenter le temps. C'est pas que pour les kinés, il y a des médecins qui le font aussi, c'est des très bonnes formations. Moi j'ai appris plein de choses. Alors un problème qui est embêtant, c'était les anthésopathies. Oui, alors là c'est plus complexe. Je sais pas ce que tu en penses. Le corporel ça marche bien, puis si ça marche pas, on a aussi l'indication à faire des infiltrations, par exemple en plein corps, le PRP marche très bien dans la corporeale. Oui, dans la corporelle pour les fissures. Et pour les fissures, si la fissure résiste encore à ça, la chirurgie aussi en corporelle marche très bien, on fait un peignage, c'est parfait. Et par contre, dans les anthèses, on est toujours un peu compliqué parce que c'est des pathologies qui traînent depuis longtemps, avec une grosse part d'inflammation et la rééducation est très très compliquée et il y a souvent un échappement du patient qui ne peut pas reprendre ses activités sportives et il peut être amené à avoir une chirurgie. Déjà les protocoles un peu Alfredson et tout ça marche pas sur les anthésopathies. Exactement. Alors ce qui est très important dans les anthésopathies, c'est de faire attention au chaussage. Tu vois, si à l'arrière tu as une coque par exemple calcanéenne, sur une chaussure trop petite, parce que les coureurs prennent toujours des chaussures trop petites. Donc si elle est trop petite avec quelque chose de rigide derrière, tu vas avoir un syndrome de compression et de friction qui va venir irriter cette anthèse, qui fait que si la personne court en plus en dénivelé positif, tu es en flexion dorsale, compression, friction, tu fais ça pendant des kilomètres, anthésopathie. C'est ça. Et alors en ce qui concerne le fameux traitement des ondes de choc, puisqu'on y est là aussi, autant je trouve que ça peut marcher sur la corporeale, autant pour moi ça ne marche pas sur l'anthésopathie. D'abord on agresse le patient, on lui fait mal, ça fait extrêmement pas d'action. Tu choques de l'os, donc tu as une réaction aussi osseuse derrière, c'est très difficilement toléré, alors que tu as une très bonne indication sur la tendinopathie corporeale, avec une belle démonstration quand même scientifique vraiment. Donc non, corporeal, plus de 3 mois, onde de choc et exercice. Et au niveau chirurgical, ça marche bien, mais les suites sont encore un peu plus lourdes parce qu'on fait une réinsertion transosseuse en fait. On va venir le décrocher et le raccrocher pour qu'il ait une anthèse de bonne qualité, parce qu'on sait que la cicatrisation os-tendon ne marche pas bien, donc il faut lui créer une sorte de tunnel pour avoir un ancrage profond. Ça marche bien, mais les suites sont encore un peu plus longues. Et puis on repart sur les protocoles aussi de régime. Et quelquefois, tu peux avoir aussi une maladie d'Aglun, où tu es obligé d'avoir ce calcanéum bossu, on est obligé de faire une résection. Ça, c'est plus facilement accessible, puisqu'on peut le faire même par arthroscopie. On va réséquer ce conflit osseux, cette bursite qui est pré-achilléenne, et ça, on arrive... Et quelle est l'indication, l'intervention de Zadek, là où on va faire une... C'est quand il y a une déformation de l'arrière-pied. De l'arrière-pied. Alors j'ai une question pour toi, Olivier, c'est dans les échecs de tendon d'Achille, souvent on suppose aussi que c'est une implication du plantaire grêle, soit le tendon lui-même, soit une friction entre les deux. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une répercussion importante de ce plantaire. Parfois il est conservé, même quand on a une rupture complète du tendon d'Achille, on a encore ce plantaire qui est là et qui est quand même légèrement détendu. Il est vraiment très fin, il a une position qui peut fonctionner. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'indication dessus et qu'il y ait de responsabilité dessus. Je croyais que sur les peignages, en fait, souvent vous réséquiez au passage. Non, même pas forcément. Parce qu'il est parfois un peu caché derrière, on ne va pas trop le toucher. Les peignages sont encore pratiqués ou on le fait Non, on le fait encore. Pour les formes corporelles qui résistent. Oui, avec des nodules. Voilà, à partir du moment qu'il y a un nodule ou une petite calcification à l'intérieur, ça marche très bien. Ça marche très bien. On l'associe. Alors, il faut très rapidement rééduquer. Je l'associe dans le même temps avec une injection de PRP dans la zone, comme ça on maximise un peu les chances. Ça marche dans le tendon d'Achille, ça marche très bien dans les tendinopathies rotuliennes aussi. Parce que souvent il y a une pointe de rotule qui est agressive, les jumper knee, et donc dans ce même temps où on fait le peignage, on en profite pour réséquer cette pointe qui à chaque fois relance. En fait, on voit bien les basketteurs ou les volleyeurs sont bien améliorés par la rééducation
situation et dès qu'on leur remet la situation à risque, ils vont multiplier pendant toute la session sportive le même geste de saut et de réception. Cette pointe de rotule va venir gêner, donc dans le même temps, c'est un geste associé. Rien n'est magique avec le peignage, mais ça fait partie d'une prise en charge globale. Bien sûr. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ces pathologies du trail, en vous remerciant pour cet échange toujours fructueux pour nous-mêmes et pour nos collègues. Merci. Merci.